Anheuser-Busch InBev, qui avait une énorme dette, littéralement, il y a quelques années, qui maintenant s'est concentré sur le remboursement de cette dernière-là. Donc, comme on pourra le voir ici. Je rappelle ici, vous pouvez retourner sur la vidéo concernant la vidéo concernant Pernod Ricard, où on parlait ici du niveau d'endettement de Pernod Ricard et comment est-ce qu'on peut apprécier la dette au-delà des chiffres. La vidéo s'appelle Pernod Ricard, la dette explose, d'accord? Donc, allez-y, regardez cette vidéo pour aller pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on doit regarder au-delà de la dette, ok? So, ici, vous constatez quoi? En termes de revenus, on a une croissance de revenus par acquisition. La croissance par acquisition n'est généralement pas la meilleure des croissances ici parce qu'on peut surpayer pour l'acquisition. Okay, donc, il faut toujours aller garder en tête, est-ce que l'entreprise augmente ses marges? Et comme vous pouvez le voir ici, les marges ont littéralement chuté. On avait du 63% en 2018. Et là, depuis la fin des années, depuis la fin de 2018 ici, on a des marges de moins en moins élevées. La question est de savoir pourquoi. Pourtant, le revenu est de plus en plus élevé. Est-ce que les marges EBITDA ont suivi? Les marges EBITDA se sont également littéralement effondrées. Qu'est-ce que le management mentionne par rapport à l'augmentation de ces marges EBITDA? Donc, nous, on n'aime pas toujours aller comparer avec la moyenne du secteur d'activité, etc. Mais pour ces deux éléments-ci, je n'aime pas trop ça. Mais ça reste une compagnie qui a un pricing power du fait de ses différents actifs ici. Franchement, quoique la consommation de bière diminue, mais on trouve également des alternatives à la bière. OK. Donc, je pense qu'on a la bière sans alcool, ce genre de choses-là. Donc, je ne m'inquiète pas pour la pérennité du business à long terme. On peut également voir que en prenant en considération la croissance du revenu, etc., les free cash flow ont tendance à se situer aux alentours des 9 milliards. Par là. Sur les 10 dernières années, nous avons combien? 9 milliards. Sur les 5 dernières années, nous avons 8 milliards 300. Actuellement, nous avons à peu près presque 10 milliards. Et il me semble que dans un rapport financier ici ou bien dans une présentation aux investisseurs, ils avaient mentionné qu'ils s'attendent à du 10 milliards et plus. Si on prend déjà le 9 milliards en question ici par rapport au niveau de dette nette de manière globale ici, comme vous pouvez le voir, la dette nette, est-ce qu'elle a tendance à diminuer? Elle diminue. On avait au plus haut 109 milliards, là c'est 70 milliards. Donc il repaye la dette nette. Et la dette nette ici, comparée au free cash flow, vous constatez qu'on a un ratio inférieur à 10. Pour une entreprise qui n'est pas très cyclique, c'est la consommation durable, même s'il peut avoir une diminution au niveau des volumes, etc. Parce que les habitudes de consommation changent. Il me semble que j'ai déjà présenté également une analyse sectorielle sur le segment des boissons alcoolisées et non alcoolisées, si ma mémoire est bonne. Je sais que j'ai déjà fait une autre analyse dessus, sur le secteur des boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées. Je pense que pour ça se retrouve même sur la chaîne TAM ici. Sinon, les boissons non alcoolisées, ça se retrouve, vous pouvez retrouver cela dans l'analyse sectorielle dans le service Top Premium Plus. Et pour les boissons alcoolisées, je pense qu'on va en faire bientôt. Donc, globalement, c'est un secteur que j'aime bien. OK? Donc, ici, également, qu'est-ce qu'on peut mentionner? Est-ce que le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Pour le moment, il est plutôt stable parce que la priorité, c'est le remboursement de la dette. Une fois qu'on aura remboursé la dette, on va se concentrer ici sur le rachat d'actions. Le dividende en lui-même, pour le moment, il ne faut pas qu'il change. Et si je me rappelle de mes compétences, pas compétences, pas formation non plus. Bon, si je prends en considération mes compétences en analyse technique, je pense qu'on a ça, c'est un triangle ascendant, si je ne me trompe pas. Et donc, on pourrait sortir vers le haut. Et on a des éléments qui nous encouragent à penser qu'on pourrait sortir vers le haut, notamment avec le remboursement de la dette. C'est un business qui peut se négocier à plus que 15 fois les bénéfices. OK? Donc, si on le situe à 15 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette, c'est au moins 135 milliards. Si on revient sur la moyenne du secteur, parce que c'est un secteur d'activité qui peut aller à 20 fois les bénéfices, grand max, on peut aller aux alentours de 180 milliards. Et en remboursant la dette ici, constatez qu'on aura moins de taux d'intérêt à payer. Donc, si on met ici interest, donc les taux d'intérêt qu'on paie, net interest expense, on paie à peu près 3 milliards uniquement pour les intérêts sur la dette. Et je pense même que c'est beaucoup ça. 3 milliards, c'est près de 20%. C'est pas normal. Je pense qu'il y a un problème avec ce chiffre-là. Attendez, si je ne me trompe pas. Non, c'est pas 20%. Qu'est-ce que je raconte? Oh là là, je suis fatigué. Pas 20%. 20%, c'est 14 milliards. Donc, c'est 4%. Donc, le taux d'intérêt de la dette ici est trop élevé. Donc,
raison de plus de rembourser cette dette-là. Pour le moment, on voit ici que les taux d'intérêt ne diminuent pas. Et donc, on espère voir, si on espère voir cette diminution-là arriver, plus cette diminution-là se concrétiser à long terme, une fois qu'on aura, vu qu'on va continuer à rembourser la dette ici, donc on devrait s'attendre à des intérêts sur la dette moins élevés. Et maintenant, si les intérêts de la dette sont moins élevés, le différentiel ici, moins les taxes, ira au niveau des bénéfices nets. OK? Donc, du point de vue évaluation, qu'est-ce que ça va donner? Alors, du fait de l'endettement de cette compagnie, le marché avait tendance à payer une vingtaine de fois les bénéfices. Une fois qu'on aura réglé le problème d'endettement, etc., moi je vais dire qu'on va plancher à peu près à 20 fois les bénéfices par là. Entre 20 et 17 fois les bénéfices. OK? Si tu en nous à 20 fois les bénéfices, on s'attend à une certaine croissance au niveau des bénéfices nets dans le temps. Donc, c'est possible. Donc, on pourra avoir ce chiffre-là certainement. Et si c'est le cas, OK, on pourrait s'attendre à 86 $ ici. 86 dollars je pense 86 $ en termes de price, par rapport au prix, excusez-moi, 86 $. Maintenant, moins la dette nette qui est la dette nette de 33 milliards, moins 33 milliards, donc 86 moins 33, je rappelle que c'est une dette nette au mois de décembre 2023, donc c'est sensiblement moins élevé en date d'aujourd'hui. Donc ça donne à peu près 53, 64, c'est à peu près la même chose. OK, donc l'entreprise serait correctement évaluée ici en prenant en considération la dette. Et rappelez-vous que les free cash flow sont plus élevés que ça, donc on pourrait même avoir une dette encore plus élevée. Parce que si on compare les deux éléments ici, on va le mettre là. Voilà, Budweiser, free cash flow. Ouais, free cash flow, il y a 9 milliards, donc ça pourrait même être bien plus élevé que ça. Donc on va le laisser ici en ajusté, c'est bon. Si on a plus que ça, tant mieux, ça sera un home run. Mais pour moi, l'entreprise est correctement évaluée au prix actuel. Et en supplément de ça, quand je dis correctement évaluée, c'est en prenant en considération la dette. Donc si la dette continue à diminuer, le différentiel ici ira directement au niveau de la capitalisation boursière. Donc on a un rendement ici, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en dividendes, ou bien la totalité des free cash flow en dividendes, vous avez un rendement de 8%. Donc cette compagnie pourra recommencer à augmenter son dividende. Donc le dividende qu'on a connu aux alentours ici des 3 € pourrait revenir. On pourrait avoir ça à nouveau, d'accord? Donc, 3 $ plutôt. Donc, je pense qu'au prix actuel, c'est intéressant, mais ça reste encore une entreprise en pleine restructuration. Mais si on regarde bien, le marché final n'est pas en difficulté, même si les volumes de consommation diminuent. On a également un pricing power et l'entreprise également essaye de s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Bref, faites attention quand même sur ce business, mais je la mets dans ma watchlist. J'aime bien le segment des alcools ici, et donc pourquoi pas. En date d'aujourd'hui, on aura un target aux alentours, je mettrai le target ici aux alentours des 53 $ l'action. Et donc, je viens dans ma watchlist, ici. Je prends Budweiser, d'accord, 53. OK, et vous avez la même entité. C'est une compagnie belge. OK, donc je pense que c'est éligible au PEA. 53 $. Et je viens ici, vous allez dire, oh, donc c'est surévalué. Non, pas du tout. Parce que de toutes les façons, vous avez la vidéo et vous saurez ce que je pense de cette compagnie en date d'aujourd'hui. Donc, je pense qu'on peut aller bien plus loin que ça et que le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui par rapport au free cash flow qu'on pourrait avoir en moyenne est légèrement, le prix est raisonnable. OK? Donc, l'entreprise se désendette également. Donc, on pourrait s'attendre ici à un avenir un peu plus radieux. Je pense même qu'il pourrait faire une nouvelle acquisition dans le futur. Bref, il me semble qu'il voulait faire l'acquisition ici de SABMiller, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est le cas? Ou bien ils ont racheté ça? Qu'est-ce que je raconte? Je pense qu'ils ont déjà racheté SABMiller, non? Je sais qu'il y avait une entité, il y avait je pense qu'ils ont déjà racheté SABMiller. Mais il y avait une acquisition ici qui n'a pas été validée, enfin par le conseil d'administration de l'entité de l'entité visée ici. Bon, je ne me rappelle plus laquelle c'était, mais bon, je pense que sur Internet, vous pouvez aller vérifier cela. Bref, vous avez le target price, vous avez la vidéo, et maintenant, il vous reste à lire les rapports financiers. Vous avez tout ça en description de la vidéo dans le service Top Premium. N'oubliez pas également, vous avez la Top Newsletter où je partage également les analyses sectorielles, les analyses concurrentielles. C'est gratuit pendant les 52 prochaines semaines parce qu'après, ça sera uniquement, exclusivement dans le Top Premium, le Top Premium Plus. Et je rappelle une chose, si vous avez le Top Premium Plus, vous n'avez pas besoin de prendre les analyses. Enfin, de toute façon, vous êtes déjà dans la Top Newsletter, dans tous les cas de figure. OK? Et donc, vous aurez également accès à cette... si vous demeurez également dans le top Premium Plus, vous aurez accès à ces différents éléments de toutes les façons quand ils seront payants. D'accord?
essentiellement. Et j'ai déjà fait des analyses concurrentielles ici. Ça vous permet de ne pas commencer sur une feuille blanche quand vous voulez apprécier l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est bien de dire, ah, elle a un mot, elle est qualitative, mais est-ce que tu peux mettre un nom sur ce mot-là et estimer la durabilité de ce mot-là? Voilà des questions qu'on se pose. Bref, merci, au revoir.